Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, est avec nous dans ce studio. Bonsoir Arnaud. Et bonsoir. Nathan Devers, écrivain et philosophe. Bonsoir Nathan. Quelle actualité ce soir? C'est une émission un peu spéciale. Nous ne parlons évidemment que de ce nouveau gouvernement dont on ne voit pas encore le profil exact. Pourquoi? Parce qu'il devait être annoncé. Alors on nous a dit d'abord ce matin, et puis à la mi-journée, et puis ce soir, et puis finalement on nous dit il n'y aura pas de gouvernement avant demain. Il y a des noms qui posent problème. On n'arrive pas à se mettre d'accord. François Bayrou et Emmanuel Macron se sont parlé plusieurs fois dans la journée. Ils devraient se revoir d'ailleurs ce soir à l'Élysée. Plusieurs noms qui posent problème, je vous le disais. Xavier Bertrand, notamment le président LR des Hauts-de-France, car François Bayrou redoute un peu la réaction du RN. On avait Mathieu Vallée il y a un instant, porte-parole du Rassemblement National, effectivement, qui n'a pas dit des choses très aimables à propos de Xavier Bertrand. Voilà la situation ce soir. Va-t-on, pardon, je suis désolée, mais emmerder les Français à Noël? On les a papaoutés pour les vacances d'été, pour les Jeux Olympiques. Maintenant, c'est les fêtes de fin d'année. C'est le but, vous dites, Nathan Devers? Non mais sans blague. Non mais franchement, on va pas annoncer un gouvernement demain. Si? Ah bah écoutez, moi... C'est le jour de deuil national pour Mayotte. A priori, on nous dit qu'on devrait annoncer potentiellement, je dis bien potentiellement, un gouvernement pour demain. Mais on voit que ça bloque. Le jour du deuil national pour Mayotte. Écoutez, tout est possible aujourd'hui. On est vraiment dans une séquence politique qui est tout à fait hors norme depuis quelques mois. Donc finalement, je rappelle quand même que François Bayrou, le jour où il a été nommé, ne devait plus être nommé, et une demi-heure après qu'on annonce qu'il ne serait pas nommé, il a été nommé. Donc tout devient absolument possible aujourd'hui dans cette phase politique. Oui, mais c'est difficile de constituer ce gouvernement. Parce que tout simplement, on voit bien qu'il y a des ajustements, des réglages de dernière minute. Il y a une relation entre le président de la République et le Premier ministre qui est quand même compliquée. On voit bien, vous avez parlé de Xavier Bertrand, mais il y a un problème sur le Quai d'Orsay. Oui, bien sûr. Il y a un problème sur le Quai d'Orsay parce que Monsieur Bayrou veut confirmer Jean-Noël Barrot, qui est membre du MoDem, et apparemment, d'après ce que l'on comprend, Monsieur Darmanin se verrait bien au Quai d'Orsay et aurait plutôt les faveurs du président de la République. Donc là, on est dans une situation qui est une situation, j'allais dire, de cohabitation qui ne dit pas son nom, en l'occurrence entre un Premier ministre et un président de la République sur ce que l'on appelle un des domaines, si ce n'est réservé, mais partagé en tout cas, du président de la République avec le Premier ministre, les affaires étrangères. On a un sujet aussi sur le périmètre de Bercy. Parce que, souvenez-vous, sous Michel Barnier, le ministre du Budget, Monsieur Saint-Martin, était directement rattaché à Matignon. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Bayrou veut la même configuration? Probablement, mais peut-être que le président de la République n'y est pas forcément favorable. Il y a aussi cette question, puis il y a cette dernière question qui vient d'apparaître, la nomination éventuelle de Monsieur Bertrand. Moi, j'avais cru comprendre que le Rassemblement National n'en faisait pas un casus belli. Ah bah si, je peux vous dire que Mathieu Vallée disait pas ça tout à l'heure. J'ai bien entendu Mathieu Vallée comme vous, mais j'avais écouté Monsieur Chenu, moi, il y a quelques jours, qui disait que c'était certes pas sa tasse de thé, Monsieur Bertrand, mais qui n'userait pas d'une censure vis-à-vis de Monsieur Bertrand. Sauf que on parle de Monsieur Bertrand comme garde des Sceaux, peut-être que là, en effet, ça pose problème pour le Rassemblement National. Bon, alors Nathan Devers, analyse de la situation ce soir. Vous venez d'arriver aussi dans ce studio. Bon, je crois que les Français en ont marre. En fait, on est lassés. Ils sont indifférents. La situation, moi je la formulerais autrement, enfin depuis un autre point de vue. On a eu un drame absolu à Mayotte. Mayotte en ruine, avec des morts innombrables. On a une France avec une dette qui est abyssale, bien sûr. Avec tous les risques économiques et financiers que cela présente pour les années à venir. On a un monde qui est plus chaotique que jamais. Un Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche. Une alliance qui est en train de se construire, un nouveau monde en quelque sorte, entre les identitaires, populistes, de partout. On a des conflits qu'on n'arrive même plus à compter. On a l'Ukraine, on a le Proche-Orient, etc., etc. Mais nous pouvons être rassurés. Et les attentats. Parce que nous avons une classe politique. Et les attentats. La Syrie. Les attentats qui s'est passé au marché de Noël en Allemagne et cette période de fête qui est extrêmement délicate. Mais nous pouvons être rassurés parce que nous avons une classe politique qui est au rendez-vous de la prochaine élection présidentielle. Voilà. Mais vous avez raison. Qui ne pense qu'à ça. Mais il a raison, Nathan Devers. Voilà. Je crois que c'est ce décalage
est vraiment flagrant dans ce qu'a expliqué très précisément Arnaud. Je crois que on peut dire que tous les enjeux pour Monsieur Darmanin, pour Monsieur Bayrou, pour Monsieur Wauquiez, pour Monsieur Retailleau, pour les uns et les autres, c'est de se dire, pour Madame Le Pen, comment vais-je faire pour aligner mes pions de la meilleure manière, de telle sorte que je puisse gagner les prochaines élections présidentielles, anticipées ou non. Alors, ils ont le droit d'avoir ce genre de problématique si ça les amuse, comme ils étaient obsédés la dernière fois, juste après les élections législatives, par les élections de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, des questeurs, etc. Donc se distribuer les logements de fonction, les voitures avec le pimpon, etc. Oui. Mais si vous voulez, je suis désolé, je fais exprès d'être démagogue, mais parce que dans cette situation, c'est la classe politique, quasiment dans son ensemble, qui se comporte avec la plus grande démagogie. Il y a eu des élections législatives avec un record de participation depuis des décennies. Les Français ont dit qu'ils étaient avides de politique, c'est-à-dire de changement politique, d'affrontement politique, de débat politique, d'intérêt général. Et on a une classe politique qui n'est vraiment pas à la hauteur, qui n'est vraiment pas au rendez-vous de l'histoire, je dirais toutes forces politiques confondues. Une classe politique qui n'est pas au rendez-vous de l'histoire. Bonsoir Jean Garrigue, vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire, auteur de Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble. On avait envie de vous entendre évidemment ce soir, d'abord pour que vous nous apportiez votre regard d'historien sur la situation que nous vivons qui, me semble-t-il, et je parle sous votre contrôle, est une situation inédite. Oui, totalement. En tout cas, sous la Ve République. Ça pourrait ressembler à des choses qui ont pu se passer sous la Troisième ou sous la Quatrième, mais sous la Ve République, c'est complètement inédit. D'abord, parce qu'on a un paysage politique inédit avec une assemblée qui est coupée en trois et trois partis quasiment inconciliables. Et donc, parce que notre culture de la Ve République nous empêche de faire ce qu'il faudrait, justement, c'est de s'adapter à cette situation tout à fait inhabituelle. Et je souscris totalement à ce que je viens d'entendre sur cette incapacité de nos responsables politiques, tous partis confondus d'ailleurs, à se mettre au niveau de la situation. Ça s'appelle tout simplement l'intérêt général. À plusieurs reprises dans notre histoire, les hommes politiques de ce pays ont trouvé des solutions pour se mettre au niveau de l'intérêt général, que ce soit au sortir de la Seconde Guerre mondiale ou dans d'autres moments, même dans des moments où finalement la crise n'était pas plus aiguë qu'aujourd'hui. Et malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui ressemble à de la tambouille de préparation de l'élection présidentielle. Et ça n'est pas du tout, effectivement, à la mesure de ce que les Français pourraient attendre. Mais Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire sur Europe 1, on entend ce que vous dites. Effectivement, la classe politique, et vous partagez le point de vue de Nathan Devers, n'est pas à la hauteur. Certes, il y a une élection présidentielle dans la ligne de mire, mais il y en a toujours eu. Jean Garrigue, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que notre classe politique ne prenne pas la mesure de ce qui nous attend ? Eh bien, précisément que, comme je venais de le dire, la situation que nous vivons sur le plan de l'arithmétique électorale, de rapport des forces, c'est une situation qui ressemble à ce qu'on a connu sous des républiques qui étaient des républiques parlementaires et où le fait majoritaire n'existait pas comme il a existé depuis 1962 dans ce pays. Donc, dans une situation comme celle-ci, il faudrait mettre en place ce qu'on appelle la culture du compromis, qui, contrairement à ce qu'on entend très souvent, a existé et a été presque la norme dans toute notre histoire jusqu'à la Ve République, et même d'ailleurs à plusieurs reprises dans un camp ou dans un autre sous la Ve, c'est-à-dire que chacun puisse y mettre du sien pour essayer d'oublier pour quelques mois, voire même pour quelques années, les intérêts particuliers de tel ou tel parti, d'autant plus que les partis aujourd'hui sont des nains qui n'existe quasiment plus dans la vie politique française. Donc, oublier les intérêts partisans qui conduisent à l'élection présidentielle pour essayer de trouver des solutions, au moins une solution transitoire, c'est-à-dire une solution de gouvernement qui puisse éviter la motion de censure. Et manifestement, on voit les difficultés énormes qu'une chose aussi simple, c'est-à-dire que prendre en compte l'intérêt général et donc que chacune des parties en lice essaie de trouver véritablement une solution, c'est quelque chose d'aussi bête que ça, mais malheureusement ça se heurte. Alors
évidemment, les intérêts sont pas les mêmes aussi. On voit très bien qu'il y a deux forces qui sont tournées vers l'élection présidentielle. C'est d'un côté Jean-Luc Mélenchon, de l'autre côté Marine Le Pen. Parce que là, les sondages la montrent comme une favorite incontestable. Donc, à la limite, on peut comprendre que ces deux forces-là jouent cette carte. Mais de l'autre côté, vous avez tout le bloc centriste, vous avez les Républicains, vous avez les socialistes. Et là, on s'attendrait peut-être à d'autres choses, à d'autres comportements politiques. Bon, alors Arnaud Benedetti, je voyais réagir effectivement à ce que disait Jean Garrigue. Ce que dit Jean Garrigue, comme souvent d'ailleurs en l'occurrence, mais la réalité, il y a une différence avec la 4e République. Si vous voulez, on cite souvent la 4e République pour décrire la situation que nous vivons. La 4e République, si vous voulez, d'abord il y avait cette culture du compromis dont parle Jean Garrigue, mais surtout, si vous voulez, les assemblées de la 4e République parvenaient à constituer des majorités. C'était les coalitions gouvernementales qui étaient instables, mais on arrivait à constituer des majorités. Le problème avec cette Assemblée nationale, c'est que on se rend compte maintenant depuis le mois de juillet qu'on était capable de mettre en place une majorité qui soit une majorité cohérente et arithmétiquement suffisamment forte pour permettre à un gouvernement de s'imposer, enfin en tout cas de gouverner dans la durée. C'est bien cette situation. Et en fait, bon, on dit les Français sont révoltés ou déçus ou indifférents ou las du spectacle qu'ils donnent, mais le spectacle qu'ils donnent est aussi le produit, malheureusement, j'allais le dire, de leur vote. Aussi, d'une certaine manière, il ne faut jamais l'oublier. C'est les Français qui ont voté et qui, au mois de juillet dernier, ont livré cette Assemblée nationale, qui est une Assemblée nationale, en effet, assez impossible au regard de l'histoire de la 5e République. Mais c'est aussi le résultat du vote des Français. Il faut quoi ? Moi, je pense qu'on vit une crise historique. Faut passer à la 6e République ? Non, je crois pas. Je crois que la 5e République a plutôt bien fonctionné. C'est quand même, je pense, peut-être qu'elle est dépassée aujourd'hui, non ? Pardon ? Enfin, je sais pas, Jean Garrigue, c'est intéressant. Est-ce que la 5e est dépassée ? Moi, je crois pas. Je ne le crois pas du tout. En réalité, on aurait eu le même cas de figure sous la 3e ou la 4e République. Simplement, ça veut dire que, je répète, les pratiques doivent évoluer, les pratiques doivent s'adapter. C'est effectivement, comme le dit Arnaud Benedetti, c'est le vote des Français qui a effectué cette tripartition. Et moi, j'ai pas du tout la certitude que si une dissolution intervient en juillet 2025, comme on en parle beaucoup, pas du tout la certitude qu'on va voir disparaître que par un coup de baguette magique cette tripartition, ces trois France dont on voit bien qu'elles ont des comportements socio-électoraux, socio-culturels qui sont différents les uns des autres, qui correspondent même à des classes d'âge. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est en train de s'installer dans notre société, et je pense que si on veut essayer de trouver des solutions politiques face à cette tripartition, il faut que des frontières bougent à l'intérieur de ces trois coalitions, ces trois blocs, je dirais. Et effectivement, à défaut de coalition, il faut essayer d'aller vers des convergences, vers une manière de gouverner autrement. Alors, moi, j'ai plein d'idées, plein de solutions, mais je suis pas le seul pour que ça évolue. Avance, évidemment. Et notamment pour sortir de ce qu'on appelle le fait majoritaire, essayer de, transformer le rôle du président de la République et le rapprocher peut-être d'abord de la lettre des institutions, qui donne au Premier ministre le pouvoir, au gouvernement, de déterminer, de conduire la politique de la nation, et faire d'un président de la République non plus un chef de majorité, comme il l'a été depuis quelque temps, et comme il a été quasiment tout au long de la Ve République, mais véritablement un arbitre, quelqu'un qui se met hors du jeu. Et si vous regardez ce qui est en train de se passer là, dans les difficultés de la composition du gouvernement Bayrou, en grande partie viennent des désaccords entre le président de la République et le Premier ministre. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent changer dans nos pratiques. Vous avez raison, Jean Garrigue. On va continuer d'en parler dans un instant sur Europe 1. Il est 20h16. Arthur Delaborde a de nouvelles informations à nous donner, journaliste politique d'Europe 1, justement sur ce qui est en train de se tramer en ce moment. On en parle tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Attends, on a 30 secondes pour convaincre les gens de faire un don ? Bah c'est facile. Ah ouais ? Tu dirais quoi ? Bah salut, faites un don, ou sinon c'est chaud pour plein de gens. Sérieux ? Bah oui. Enfin, tu sais qu'une jeune femme sur 7 est victime de violences en France ? On peut pas rester là à rien faire. Ok, mais faut donner plus de contexte. En avant toute, c'est une asso qui aide depuis plus de 10 ans les jeunes et les femmes à sortir des violences et à se reconstruire. Vous donnez, on agit, et ensemble, on sauve des vies. Parfait. Et on redirige sur le site enavanttoute.fr.
Europe 1, Pascal Delatour-du-Pin. Il est 20h17 sur Europe 1. C'est une émission spéciale que nous consacrons à la situation. Ce soir, nous n'avons pas de nouveau gouvernement. Nous l'attendions. Il a été annoncé toute la journée, puis retardé, puis finalement annulé pour être reporté à demain matin au mieux. Au mieux. Non, mais c'est même pas sûr que demain matin, on ait à la liste du nouveau gouvernement. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça discute, il y a des points de discorde, notamment sur des personnalités politiques, sur des postes également. Notamment Xavier Bertrand, effectivement, est une personnalité que certains voudraient bien voir rentrer au gouvernement, mais qui peut poser problème, notamment du côté du RN. Donc, nous avons besoin des lumières d'Arthur Delaborde, qui est journaliste politique à Europe 1. Alors, où en est-on ? Il est 20h17. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs d'Europe 1 où nous en sommes exactement au moment où nous parlons ? Alors déjà, on attend une rencontre entre le Premier ministre et le Président, qui est probablement maintenue ce soir, mais on n'a pas plus de confirmation à ce stade. Effectivement, une annonce probable demain matin. Il faut voir qu'il y a un peu... Il y a beaucoup de probables, hein, une point d'interrogation. Oui, Arthur. et il y a deux différents sons de cloche, que ça soit de la part de l'Élysée ou des proches du Premier ministre. C'est vrai que jusqu'à ce soir, 18h environ, c'était plutôt Matignon qui avait la main sur la communication autour de cette composition du gouvernement. Et on a vu l'Élysée reprendre la main à 18h, puisque c'est l'entourage du président de la République qui a fait savoir qu'il n'y aurait pas de nomination ce soir et qu'il fallait probablement patienter jusqu'à demain, alors qu'on pensait que ça ne serait pas demain, puisque c'est une journée d'hommage national aux victimes à Mayotte. Donc on en est là pour le moment. On sait qu'il y a des points de blocage, même si à Matignon, ou en tout cas dans l'entourage de François Bayrou, on a plutôt tendance à nous dire que en fait pas du tout, il n'y a pas de crispation politique, mais que ce n'est que des vérifications de la haute autorité de la transparence de la vie publique qui sont en cours et qui retardent un peu l'annonce de ce calendrier. C'est vrai qu'à Matignon, on était plutôt optimiste sur l'annonce d'un gouvernement aujourd'hui. On voit donc qu'il y a une certaine reprise en main de l'Élysée, et il y a ce principal point de blocage qui est donc Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui est donc connu pour son engagement sur le plan local, notamment contre le Rassemblement national, que c'est une personnalité qui peut potentiellement bloquer. Or, on voit que le RN a toujours la main, hein, puisque c'est eux qui, quelque part, conservent, vu qu'on conserve le même socle que celui qui soutenait Michel Barnier, c'est eux qui vont décider à un moment ou un autre s'ils censurent ou non ce gouvernement Bayrou, puisque c'est quasiment joué du côté du NFP. Eux, ils sont dans une posture automatique de censure. Bon, alors Nathan Devers, on a entendu Jean Garrigue. Que faut-il faire ? On est dans une espèce de situation de blocage et on a un peu le sentiment ce soir, effectivement, qu'on prend les mêmes et on recommence, en fait, pour ce nouveau gouvernement. Oui, alors moi déjà, je ne suis pas sûr que la situation corresponde à ce que veulent, entre guillemets, les Français. Ah mais non, mais les Français en ont ras-le-bol du bazar. Oui, bien sûr, oui. Mais en effet, aux dernières élections législatives, on se retrouve avec une situation complexe, une majorité impossible à construire, mais je ne crois pas que ce soit le message qui a été envoyé par l'électorat français au moment de ces élections. Le message, me semble-t-il, c'est qu'en effet, il y a 3 France idéologiques, 3 France politiques, 3 projets de société, 3 visions de la société qui sont différentes et en effet entre lesquelles les ruptures sont nettes. Cependant, est-ce que cela signifie que les électeurs ont envie que les représentants de ces 3 France ne travaillent pas les uns avec les autres? Je n'en suis pas sûr. Je crois qu'à gauche, en effet, il y a beaucoup d'électeurs qui ont été déçus de voir que Lucie Castet ou qu'une personnalité du Nouveau Front Populaire ou de gauche n'a pas été nommée à Matignon. Mais ensuite, je ne suis pas du tout sûr qu'il cautionne cette méthode consistant à dire « nous refusons par principe de participer à la vie gouvernementale, nous refusons de faire avancer la France dans notre direction ». Les électeurs du Rassemblement national, nombreux ont été ceux qui n'ont pas été du tout satisfaits de la motion de censure qui a été déposée par Marine Le Pen contre Michel Barnier, et qui l'ont fait savoir notamment chez les agriculteurs. Et la deuxième question que ça pose, c'est que je crois quand même que ce qui peut être ici assez clair, c'est que lors de ces élections législatives, le fait quand même qu'il y ait eu ce résultat-là, je suis pas sûr que ce serait exactement le même en juillet, c'était qu'il y avait une situation de barrage républicain. Pourquoi les Français ont-ils voté pour le Bloc central et pour le NFP ? C'était parce qu'ils avaient massivement peur que Jordan Bardella arrivât à Matignon. Et en effet, c'était les sondeurs disaient que c'était une probabilité qui était la principale en un sens. Les gens qui ont appelé à voter, par exemple, pour le Nouveau Front Populaire,
nombreux étaient ceux qui n'aimaient pas du tout le nouveau Front populaire. Je vous citerai par exemple Dominique Strauss-Kahn. Il avait dit qu'il fallait voter pour le NFP et même pour LFI uniquement pour éviter que le RN ait une majorité absolue, mais faire en sorte qu'ils aient une majorité relative. Ce que je veux dire par là, c'est que les Français, en tout cas de manière majoritaire, ont fait savoir qu'ils donnaient en quelque sorte une dernière chance à la classe politique avant l'arrivée potentielle du Rassemblement national au pouvoir. Et c'est vrai que la classe politique, qui a quand même compris le message depuis 2002, le Front National puis Rassemblement National, ne cesse de monter d'élection en élection. Lors des dernières élections, il était à 2 doigts, littéralement 2 doigts de Matignon, et tout le monde a été surpris à 19h au soir du 2e tour de voir qu'il n'avait pas gagné les élections. Tout le monde a été surpris. La classe politique n'est pas à la hauteur. Oui. Quand Monsieur Bardella ou quand Marine Le Pen arrivera demain à Matignon ou à l'Élysée, les mêmes qui aujourd'hui se comportent vraiment comme des personnages de série politique, on se croirait dans le Baron Noir si vous voulez, diront on a reçu un message clair, c'est terrible, etc. C'est ça, me semble-t-il, qui est problématique. Oui, si vous voulez, il y a 3 France qui sont différentes, mais quand même, en puisant dans la tradition du parlementarisme de la 3e ou de la 4e République, il pourrait y avoir à la fois du côté du bloc central et à la fois du côté du bloc de gauche, une volonté de travailler ensemble pour proposer quelque chose de plus constructif. Bien, alors Arnaud Benedetti, sur l'analyse de la situation, effectivement, de cette classe politique, on s'en sort pas, on patauge, on n'avance pas... Alors, si vous voulez, l'échec de Bayrou, l'échec de Bayrou, parce qu'on peut parler d'échec de ce point de vue-là, c'était que Bayrou s'est imposé comme Premier ministre auprès du Président de la République en se présentant comme l'homme qui était capable d'élargir finalement la base parlementaire d'un futur gouvernement, c'est-à-dire d'avoir éventuellement une capacité à fracturer le nouveau Front populaire et faire venir à lui un certain nombre de personnalités du nouveau Front populaire pour avoir une majorité qui soit cette fois-ci suffisante pour permettre un gouvernement de gouverner dans la durée. Il n'y est pas parvenu. Donc aujourd'hui, il se retrouve en effet avec l'étiage qui était celui de Michel Barnier. Donc d'où la grande difficulté qui est la sienne. Après, moi, il me semble, si vous voulez, pour revenir sur ce que disait Nathan, c'est qu'en effet, le vrai sujet aujourd'hui, c'est le positionnement de la classe politique par rapport au Rassemblement national. Moi, je ne suis pas sûr, si vous voulez, que le Front républicain ait été une réponse très claire par rapport à la situation politique. J'allais dire, c'est plutôt, je veux dire, une situation qui a finalement brouillé d'une certaine manière les choses, et je ne suis pas sûr que si demain nous devions revoter avec de nouvelles élections législatives, ce qu'on a appelé l'arc républicain ou le Front républicain ait la même efficience qu'il a eu au mois de juillet dernier. Après, clairement, il y a quand même un sujet, c'est que si demain, en effet, François Bayrou échoue, si demain François Bayrou est renversé par une nouvelle motion de censure, on rentre véritablement dans une crise institutionnelle. Là, il faut pas, on va pas arriver là-dessus. Je voudrais remercier Jean Garrigue, merci infiniment Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Merci de nous avoir apporté votre expertise et votre regard sur la situation ce soir. Il est 20h25, je me tourne vers vous, Arthur Delaborde, du service politique d'Europe 1, parce que vous avez une info à nous donner. Laquelle ? Oui, simplement, on confirme à l'instant qu'il n'y aura pas, a priori, de rencontre entre Emmanuel Macron et François Bayrou ce soir à l'Élysée, comme on pouvait le penser. Rappelons que les 2 hommes ont échangé par téléphone à 2 reprises aujourd'hui. Matignon nous disait que les discussions s'étaient bien passées. Ils devaient se voir donc physiquement à l'Élysée ce soir. Et cette réunion est donc reportée peut-être à demain matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Arnaud Benedetti ? Il n'y a pas de réunion ce soir. Ça veut dire qu'on est dans la difficulté. Que de toute façon, les relations, enfin ça, tout le monde peut je crois que tout le monde peut l'interpréter comme. Non mais on ça c'est un peu tendu quand même entre les deux. Ce soir, depuis 48 heures. Déjà ce matin, je vous rappelle. Et puis à la mi-journée. À la mi-journée. Donc et l'annulation de cette réunion qui était prévue, en effet, montre toute la difficulté qu'il y a déjà à régler le tandem Bayrou. C'est ça, parce que les 2 hommes, effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron, Arnaud Benedetti, Emmanuel Macron n'a pas trop apprécié, effectivement, que François Bayrou, pardonnez-moi, mais s'impose à Matignon sous la menace, parce que c'était pas du tout le choix d'Emmanuel Macron, on est d'accord. Je rappelle que constitutionnellement, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Donc, d'une certaine manière... Et là, c'est l'Élysée qui reprend la main ce soir sur la liste du gouvernement. Oui, enfin, on va voir ce qu'il en est, parce que vous savez, ça change toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure. Mais en tout cas, manifestement, il y a une guerre de communication entre l'Élysée et Matignon. L'Élysée donnant l'impression aujourd'hui en tout cas ce soir, à l'heure où l'on parle, de reprendre l'initiative. Mais on sait qu'il y a sur un certain nombre de postes des divergences entre l'Élysée
et Matignon, notamment, encore une fois, sur le Quai d'Orsay, mais pas seulement, vraisemblablement sur Bercy aussi. Bon, le Quai d'Orsay, Bercy, ce sont des postes clés, Nathan Devers, effectivement, sur lesquels il va falloir se mettre d'accord, et puis il va pas falloir effectivement passer à côté de la plaque cette fois-ci, parce qu'il faut que ça avance, il faut que ça aboutisse, et il faut surtout qu'on arrive à voter un budget, non ? Oui, vous avez raison, mais encore une fois, si c'est pour nommer un ministre des Affaires étrangères ou un ministre à Bercy qui va rester X semaines parce qu'il va se faire censurer d'ici quelques semaines, je suis pas sûr que ce soit un enjeu qui soit majeur. Et en effet, c'est pour ça que vraiment, moi je parlais de la classe politique dans son ensemble et que je vise pas un parti en particulier, parce qu'il y a la responsabilité du bloc là aujourd'hui qui est amené à constituer un gouvernement, le bloc central élargi avec LR, mais surtout il y a une deuxième responsabilité dont on a moins parlé, mais c'est que on sait quand même, on voit déjà le Rassemblement national en train d'avancer vers la censure, alors que ça n'a même pas commencé. Exactement comme ils avaient fait avec Michel Barnier. C'est-à-dire au début, à la nomination de Michel Barnier comme de François Bayrou, ils disent « Nous sommes constructifs, nous demandons juste un peu de respect pour nos électeurs, mais on va pas être là pour mettre la pagaille dans les institutions, etc. » Et dès lors que le processus commence à prendre un tout petit peu de consistance, on les voit qui vont tout de suite dans les lignes rouges qu'ils ajoutent les unes aux autres. Ce que vous citiez tout à l'heure sur Xavier Bertrand, c'est à cet égard très éloquent. Le fait que en quelques jours, on passe de Monsieur Chenu qui dit Xavier Bertrand n'est pas une ligne rouge à Monsieur Vallet qui dit Xavier Bertrand est une ligne rouge, ça montre bien qu'ils sont à la recherche du premier prétexte pour faire tomber le gouvernement. Et donc, probablement le feront-ils, quelle que soit la personne nommée au Quai d'Orsay ou à Bercy. Bon, on va revenir aussi dans un instant, on va réécouter les mots de Frédéric Dabi qui était dans ce studio tout à l'heure, parce que je voudrais qu'on dise aussi un mot de ce sondage. Sondage IFOP pour le JDD, 66% des Français sont mécontents de l'action de François Bayrou depuis son arrivée à Matignon. Non mais attendez, c'est du jamais vu pour un Premier ministre. C'est du jamais vu sous la 5e République. On va en parler dans un instant, on va réécouter les mots de Frédéric Dabi, il est 20h29 sur Europe 1.